Et bonsoir, salut à tous. Merci de nous rejoindre pour ce live Twitch dédié au sport méconnu mais fascinant du monde entier. Salut Damien. Salut Léo et bienvenue à tous. Et donc, moi, je suis un ancien qui a animé des podcasts, qui a animé notamment celui du Léo Rugby Club avec Damien justement. Et j'ai le plaisir donc d'avoir Damien, ancien journaliste sportif notamment, mais journaliste tout court aussi, ancien journaliste. Et aujourd'hui professeur. Bon, ça n'a rien à voir avec le sport. Professeur, Bon, si quand même, alors parce que tu as des cours quand même qui essaient de rapport avec le sport. de e-sport notamment à partir de la semaine prochaine, tiens justement un module sur l'histoire de l'e-sport. Mais donc du coup, alors, il y aura un tout petit lien, mais là Hmm. aujourd'hui on est, enfin il n'y a pas d'e-sport hein, Non. du On en sport parlera peut-être de précis là. e-sport un jour, parce que c'est comme un sport, on va dire, un peu insolite, mais on parlera ça une autre fois, je pense. On parlera ça une autre Par fois. contre, l'e-sport des sports réels, entre FIFA, entre Oui. Forza, même Rocket League peut être un Mm, ersatz aussi de e-sport à tirer d'un sport réel. Bref, on a de quoi faire. exactement. Frontière entre sport réel et sport virtuel. Donc, pour vous rappeler, hein, ce concept de podcast et de, on va dire, de live Twitch, etc., c'est dû à le fait qu'on est passionnés de sport tous les deux et qu'on a décidé de mettre en lumière certains sports qui sont inhabituels à première vue, insolites, mais qui quand même ont un certain retentissement. Il faut quand même qu'il y ait un certain niveau de, on va dire, de retentissement au niveau soit régional dans le monde ou mondial pour que ça puisse mériter de faire partie de notre Sport liste. atypique, sport méconnu, mais sport marquant avec une identité visuelle assez marquée. C'était le cas là, il y a 2 semaines avec le Sepak Takraw, Mm. qui est clairement ancré dans l'imaginaire collectif et la pop culture, même carrément, de l'Asie du Sud-Est. Tout à fait, On a vu qu'il y avait même exactement. carrément un jeu vidéo qui a été fait de ça. Mm. Et un animé qui a été fait Et dessus. là, on est sur d'autres traditions, Ah sur un oui, autre continent. complètement. On va revenir en Le France nôtre, d'ailleurs. On va le revenir en nôtre, France, voilà, mais c'est c'est un peu ça. entre Espagne et France en fait. On va parler de pelote basque. On va parler du sud-ouest de la France. Et on va donc parler de sport en fait qui a beaucoup de traditions, d'anecdotes, d'histoires intéressantes. C'est pour ça aussi qu'on choisit ces sports-là. C'est Voilà. aussi parce qu'il y a des histoires, des choses un peu fun. Et d'ailleurs, au niveau de la pelote basque, il y a même une histoire récente. Il y a des trucs intéressants récents et que tu vas nous C'est raconter, le Damien. bordel. Administratif, je précise, C'est mais bizarre, mais c'est dès le que c'est un bordel. sport du sud-ouest insolite, genre le 13, la pelote basque, c'est toujours le bordel. C'est toujours chiant. Après, c'est pour d'autres raisons, Oui, c'est d'autres raisons. On est c'est d'accord. encore d'autres C'est contextes, d'autres choses. C'est encore d'autres choses. d'autres, vieux monsieur qui aiment garder leur précaré, mais ceci est un autre, un autre Ceci sujet. est une autre histoire. Voilà. Du coup, je te propose, Damien, de commencer d'abord par les origines et l'histoire de ce sport. Tu me diras hein, quand tu veux intervenir. Moi, j'ai un petit truc à dire par rapport à ça. Et Très puis, bien. on démarre avec ça. Allez, on démarre. Origine et histoire de la pelote basque. Et en parlant de pelote basque, bah, il faut parler en basque. Donc, pelote basque, ça se dit escupilota. Alors, je le prononce super mal, je pense. Hein, j'ai pas du tout l'accent basque. Donc, c'est C'est escupilota. certainement voilà, pilota, bah, certainement doit faire référence à la fameuse pelote justement, qu'on retrouve de partout, hein, que ce soit pilota, pelota, pelote pour nous, enfin bref, Mm. vous l'aurez compris. Pour le reste, effectivement, je pense que c'est complètement le mot basque qui va avec. Alors, l'histoire de la pelote basque remonte à beaucoup plus ancien que le croit. Ça commence dès Alors l'Antiquité, où il y a eu des jeux de balles à la main, en fait, qui alors, étaient c'est déjà ça, pratiqués dans ces civilisations grecques et romaines. c'est Mais ça. c'est au cœur des montagnes et des vallées verdoyantes du Pays Basque que la pelote a trouvé ses origines vraies. Voilà, c'est-à-dire qu'en fait, c'est vraiment une vieille tradition, je crois qu'on joue à la balle, enfin, il y a qu'à regarder, les gamins dès qu'ils voient un ballon, les très, 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 très jeunes enfants dès qu'ils voient un ballon, c'est ballon, 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 parce que c'est fascinant. C'est un truc Mm. qui roule avec lequel on peut jouer et cetera C'est ça. et depuis des temps immémoriaux, on a des jeux de balle et notamment des jeux de balle à se renvoyer et aussi des jeux de balle à se renvoyer à la main et Mm. donc C'est ça. entre tous les jeux de balle qui existent, il y a des jeux de balle d'adresse, on a toutes enfin, si on est un petit peu féru d'histoire et de sport, on a tout de suite, le fameux jeu, qui a inspiré ensuite, Gun, d'adresse qui est un peu le lointain ancêtre, en quelque sorte, du basket où il faut passer la balle à travers un arceau. Non, il y a beaucoup d'autres jeux, que ce soit en Europe ou en Amérique, centrale et ben, se renvoyer la balle à la main, c'est un truc que les gens font pour, s'amuser pendant, bah, les fêtes de village quoi, par exemple. Exactement. En fait, il y a vraiment une pelote basque, quasiment une discipline à l'époque, on va dire fin.
deuxième moitié du deuxième millénaire, c'est vraiment quasiment chaque village, chaque ville avait sa pelote basque, sa version de sa pelote basque, sa variante. Devant le fronton, un mur à côté contre Bah, l'église. Voilà, on frappait la balle dessus, quoi, tout ça, simplement. c'est intéressant justement parce qu'il y a beaucoup de pelotes différentes qui existent encore en Mm, Europe d'ailleurs. Les mm, Belges ont la balle pelote, pelote belge, qui existe avec un terrain un peu en forme de sablier qui est plus large aux extrémités et qui est plus réduit au centre. Enfin, là, je schématise à mort, hein, en mhm. n'étant pas du tout un connaisseur. Vous avez une pelote aussi toscane en Italie qui est jouée pareil dans les villages. C'est une sorte de sport slash musée, un petit peu comme on parlait déjà du calcio storico qui est aussi un des lointains ancêtres du foot et du rugby où Mm. on traverse le terrain avec une balle dans les bras, du moins on essaye. Il y a aussi une pelote qui est faite du côté de Valence, la pelote valencienne. Et à Valence, on parle pas basque, on parle alors un dérivé, une langue. Maintenant, on n'a plus le droit de dire catalan puisque les Valenciens justement cultivent leurs différentes. Mais enfin, le dialecte valencien, c'est une langue sœur du catalan. Il y a aussi, et là par contre, ça va être très intéressant et ça va nous relier à la pelote basque en elle-même. Il y a l'Amérique. Les Amérique du Sud, Américains, ouais. que ce soit les latino-américains Oui, c'est ça, latino-américain. et aussi les anglo-saxons, mais globalement aussi beaucoup de Mm, latino-américains, ouais. jouent à ce qu'on appelle le handball. Moi, j'ai vu, je- l'anecdote est la suivante, je suis allé à New York, je me suis promené, je me suis même perdu en réalité, dans Central Park, et je me suis retrouvé face à des city stades slash terrains de street basket, etc., etc. Puis je regarde à côté de moi, mais il y a un fronton. Je fais: «Mais qu'est-ce que c'est que cette histoire? Il y a un fronton, on n'est pas dans le sud-ouest, quoi, enfin, ça n'a rien à voir, quoi». Alors c'est pas un fronton avec, l'architecture reconnaissable effectivement du quart sud-ouest de la France, mais quand même, ça reste un fronton et je vois des gars, se envoyer la balle à la main, mettre des mandales à la balle pour le coup. Et je leur demande: «Mais ça s'appelle comment ce machin, excusez-moi?» Et là les mecs ils me disent: «Handball». Là ça fait tilt. Je me dis: «Attends, je suis handball, enfin, pour nous Ouais, le handball c'est un sport d'équipe quoi, où ouais. on prend la balle et on la balance». Non, ce qu'ils appellent handball, c'est pour ça que les Américains appellent le handball, ce que nous on appelle le handball, team handball. C'est le handball tel qu'ils le conçoivent eux, c'est le handball des latinos devant un fronton. D'accord. D'accord. Sachant que c'est qu'une des variantes, hein, la main nue. La main nue n'est qu'une variante Voilà, de la pelote basque. on en parlera Euh, effectivement. donc il faut savoir, comme tu l'as dit, que je vais juste reprendre un petit peu l'histoire, c'est que la pelote basque est effectivement plutôt côté basque, comme son nom l'indique, hein, ça a été Voilà. développé là-dessus, et s'est retrouvé ensuite en Espagne, en France, dans d'autres régions que le Pays basque, dans ces pays-là, et puis effectivement il s'est retrouvé en Amérique du Sud par les immigrants basques qui sont allés en Amérique du Sud et en Amérique centrale, et c'est donc ensuite adapté, s'est développé notamment en Argentine, au Mexique, et même dans les Philippines, puisqu'il y a eu Bah, quelques relents d'immigrants basques là-bas. ancienne colonie espagnole, tout à fait, voilà. Exactement. Et en France, la popularité, on va dire, le pic de la popularité de la pelote basque, c'est dans les années 20, dans les années 30, puisqu'elle a même été présentée comme sport de démonstration aux Jeux Olympiques de Paris en 1924. Et qui était au programme des Jeux olympiques aussi de 1900. Mm, 1900 pile. Ça, si tu le permets, on en vas-y. parlera dans un tout petit instant parce que ça, c'est une histoire, c'est, je pense, un comment dire? L'un des grands fails, que peut recevoir des fois le sport justement perd, beaucoup de terrain ou beaucoup de temps de développement à cause de certains fails. Et juste pour en terminer avec l'histoire, le grand passage, des anciens jeux traditionnels, genre jeux de paume et cetera, heu, à ce qui deviendra la pelote basque tout au cours du 19e siècle, c'est globalement en fait, bah, c'est le fronton en réalité. Mm, C'est-à-dire qu'auparavant on s'envoie une balle de part et d'autre d'un filet ou de part et d'autre d'une ligne, tracée, là c'est le jeu de paume. Petit à petit, fin 18e et tout le courant du 19e, le jeu de paume qui est vu comme le jeu d'Ancien Régime, eh ben, disparaît au profit d'autres jeux, notamment le tennis, tiens, justement, qui ouais. va se développer aussi tout au cours du 19e siècle. Et ben, du côté du Pays basque, on remplace schématiquement, je schématise bien entendu, on remplace le filet par le fronton en réalité. C'est à ce moment-là
qu'on commence à inventer du coup des nouvelles règles qui sont spécifiques, les standardiser aussi, d'ailleurs au passage à mesure que les pays aussi se centralisent. Mm, tout à fait. Et donc aujourd'hui, il y a énormément de variantes. En fait, il y a trois grandes variantes, on va dire, trois familles de pelote basque. Il y a la Manu, donc qui se Ouais. joue, comme son nom l'indique, avec les mains, directement sur la balle. Il y a la Chistera, qui est une raquette en osier très longue que vous reconnaissez parce que c'est vraiment la forme la plus, on va dire, populaire. Enfin, populaire dans le sens vraiment spectaculaire. Euh, Chistera, Cesta Punta ou Ralaï. Haraï, ouais, Ralaï. exactement là-dessus. Et la forme paletta, donc c'est qu'une raquette, qui peut être en bois ou une raquette de tennis, parce qu'il y a une forme aussi de pelote basque avec une raquette de tennis. Donc Et voilà. attends, il y a trois types de raquettes. Mmh, Imagine le truc. Il y mmh, a une raquette qui est large, une mmh, raquette qui est courte mais mmh. épaisse, et Il y on en a a plein en fait. alors il y a trois grandes pour le coup, trois grandes raquettes. La Mmh. troisième raquette, c'est une raquette qui ressemble à une raquette de squash mais artisanale. Et il y a aussi une variante désormais qui existe, qui est née en Amérique latine, avec des raquettes de tennis classiques. Raquette de tennis, ouais. Exactement. Voilà. Et donc du coup, dans le Pays Basque, c'est bien plus qu'un sport, hein. C'est vraiment une culture, une tradition, C'est une identité, oui, des clairement. combats, des batailles de village, voilà, Ouais. sur de la pelote basque. C'est vraiment aujourd'hui un sport qui est ancré dans le Pays Basque, mais qui s'est internationalisé, hein. Des pays, comme je vous l'ai dit, se sont emparés de ce sport, ce qui fait que voilà, on a maintenant de la pelote qui est un peu partout dans le monde. Du coup, avant de passer au rallye, est-ce que tu as encore quelque chose à rajouter sur l'histoire et Tu veux l'origine? passer à quelle On va passer aux règles. rubrique? Si Les t'as- règles? Ouais, Allez, tu on as va quelque chose aller avant. sur si, allez, on va aller sur, sur les Jeux olympiques et notamment, en fait, le fait que alors du coup, il y a une fédération, de pelote basque, une Oui. fédération, qui en plus de ça, il y a eu un championnat du monde l'année dernière du côté de Biarritz Mm. avec une trentaine de pays. Ça vous donne un petit peu l'image, de la globalité de ce sport qui est pas Ouais. dégueulasse pour le coup, une Ouais, trentaine de trentaine de pays, c'est pas rien. pays, c'est pas mal. Voilà, tout à fait. Et surtout, il y a plusieurs Avec nations. 18 En fait, il y a plusieurs nations majeures, c'est ça qui est bien. En fait, il y a plusieurs nations Oui, majeures. globalement, sorti de l'Espagne, la France, le Mexique, L'Argentine. l'Argentine Ouais. et des fois quelques pays justement qui s'invitent à la fête. Ça peut être le cas de la Bolivie, ça peut être le cas Cuba aussi. des États-Unis, Cuba, Cuba, je crois. Mais un oui, peu moins c'est de Cuba, quatre gros pays. Il y a quatre mais gros pays. globalement, on a quatre gros pays Tu sais, qui au rugby, t'as pas non plus plus de ça. Le 15, il n'y a pas plus de pays non plus que ça, hein. En gros, c'est vrai, en sortant des 8. c'est vrai, c'est vrai. Ouais. Il y a ouais, il y a une hype dans certains pays. Tu m'avais parlé aussi effectivement des Philippines un petit peu. L'Argentine aussi également. Je regarde un petit peu sur mon pense-bête, sait-on jamais. Mais alors du coup, Ouais, il y qu'est-ce avait que tu voulais dire du coup? 18 disciplines, voilà, très bien, Mm. championnat du monde, voilà. Mais auparavant, la fédération mondiale s'est essayée à l'aventure olympique. Mais très, très, dès le début de l'olympisme, dès 1900, les Jeux olympiques de 1900, malheureusement, c'est une blague. Techniquement, le sport a été en démonstration ensuite aux Jeux de 1924 à Paris, aux Jeux de 68 à Mm. Mexico, aux Jeux de 92 à Barcelone. À chaque fois, il y avait 3, 6, 9, 12, enfin je ne sais plus, épreuves, disciplines qui étaient proposées. Et les JO de 1900, ils étaient au programme officiel. Il fallait pas se louper. Tu penses bien. Mm. C'est précisément ce qui s'est passé. C'est-à-dire qu'il devait y avoir deux concurrents. À l'époque, il y avait encore beaucoup Ouais, les de tout premiers Jeux sport. olympiques, il y avait encore Ouais, des épreuves où il y avait que deux nations qui ouais, c'est ça. s'affrontaient, Mm. voire des équipes mixtes où donc les médailles étaient comptées sur les tableaux des deux équipes pour le Ouais. coup. Là, il y avait juste un affrontement. Affrontement entre France et Espagne, vous vous doutez bien entendu. Sauf que la France n'est pas venue. La France a annulé sa venue à ce match. Du coup, l'Espagne a été couronnée médaille d'or. Il n'y a pas de médaille d'argent. Il n'y a pas de médaille de bronze, évidemment, parce qu'il y avait que deux équipes. Mais du coup, il n'y a pas eu de match non plus. Donc, oui, il y a eu de la pelote basque au jeu de 1900, mais Mais non, il n'y a il n'y en a pas eu en fait pas de eu de match. match. C'est juste une ligne sur un tableau, en réalité. C'est un peu D'accord. triste pour le coup. Bah ouais. Et en fait, ça fait perdre aussi beaucoup un peu comment dire? De crédit. Il y a des sports comme ça qui perdent un peu de terrain malheureusement, Mm. bêtement parce que ça s'est mal passé et cetera et là, pour le coup, ça a été le cas, puisqu'ensuite le sport est revenu aux Jeux olympiques,
mais simplement en sport de démonstration, comme un peu gris-gris. C'est Mm. le cas au JO de Mexico, par exemple, ou à ceux de Barcelone. Barcelone notamment, évidemment, puisque du coup, en plus de ça, c'était les Jeux centrés véritablement sur la péninsule ibérique. Alors après, à côté de ça, ils ont aussi leurs entrées aux Jeux panaméricains, puisque tu l'as dit, hein, c'est joué par beaucoup de gens issus notamment des fils, petits-fils, arrière-petits-fils de la diaspora basque, mais pas que aussi, hein, des gens qui ont été recrutés ensuite simplement parce qu'ils aiment ce jeu-là. Et le souci, c'est que depuis 2019, là, il y a eu des des Jeux panaméricains en 2023, là, cette année à Santiago, il n'y a pas eu la pelote basque. Donc même dans les jeux où on est sûr d'avoir au moins un minimum de pays qui se tirent la bourre, eh bien ce sport-là n'arrive pas à devenir un incontournable. Et c'est bien dommage pour le coup. Ouais, donc tu as commencé à parler des grandes compétitions, tu as parlé du Pardon, championnat oui, du je suis allé monde trop loin. avec 30 nations, donc effectivement l'édition 2022, mais en gros ça se partage entre la France et l'Espagne, et puis l'Argentine et le Mexique se récoltent un peu Oh, le les Mexique. miettes. Oui, 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 mais ils récoltent un peu les miettes quand même. Après le Mexique, oui, a la forme raquette, enfin celle où il y a les raquettes de tennis, ils sont très forts là-dessus, parce que c'est leur sport en fait, hein, tout simplement. Et, mais globalement, hein, quand on voit le palmarès, hein, j'ai regardé le Wikipédia, oui, c'est Argentine, Espagne, France, quoi. Globalement. C'est beaucoup ça, quoi. C'est Donc, logique. Et pareil pour la localisation du championnat du monde en lui-même, hein. Je veux dire, ça tourne entre France, Espagne, Amérique du Sud. Et après, on choisit un pays en Amérique latine, parce que du coup, mm, j'y compte aussi le Mexique. Mais voilà, ça tourne entre France, Espagne et continent américain. mm. Ça en est un point où, tu vois, quand je regarde le palmarès en 2022, la Cesta Punta, t'as deux ou trois équipes de France et d'Espagne chacun. Donc, ça en est à ce Alors point-là. voilà. Alors si tu veux, alors, on peut enchaîner vite fait avec ça, c'est-à-dire qu'il y a 30 nations qui étaient représentées, sauf que sur ces 18 épreuves, la plupart des épreuves étaient en fait constituées de tournois qui se déroulaient à 6, 8 participants et équipes, doublettes en quelque sorte, ça dépendait aussi de simplement le nom de l'épreuve. Et il n'y a que deux épreuves qui mettaient en scène 16 participants. On en C'est ça. parlera plus tard, parce que c'est à part. C'est le front ball. Oui, il n'y a que le On en football qui est un parlera peu plus à tard. part, ouais. Ça, mais Euh, par contre, le reste du temps, c'est 6-8 équipes. ouais, c'est ça, exactement. Du coup, bah voilà, on a donc fait le tour globalement parce qu'après, en dehors des championnats du monde et de la Coupe du Monde, c'est très régional, c'est très local. Ah, Il y a des championnats pro dans la région du Pays il y Basque, a un francophone qui championnat va bien. Mais, pro. Il y ouais. a un championnat pro. Il y a des circuits nationaux, hein. Je dis pas Mm. qu'il n'y a pas d'argent qui circule, il n'y a pas de Non, non, souci. mais. Un seul, par contre, championnat pro qui met en scène deux équipes. Mm, Voilà, mm. toujours les mêmes, c'est le championnat voilà, des compagnies. Il y a deux compagnies, deux équipes détenues par des compagnies, comme c'est le cas par exemple en cyclisme. Vous auriez une team FDJ contre une team Jumbo-Visma, ce serait un peu ça finalement, quoi. Mm. C'est un peu le délire. Deux C'est ça. équipes, bien entendu, hein, qui sont espagnoles, puisque l'argent est là-bas. Ouais, C'est exactement. normal, la population aussi est majoritairement là-bas. En France, on a une partie aussi du territoire basque, mais les locuteurs de langue basque sont quand même beaucoup, beaucoup, beaucoup plus nombreux, ont beaucoup plus de latitude aussi au niveau organisationnel et associatif, notamment au niveau régional, justement, en Espagne. Tout à fait. Allez, on va du coup, je te propose d'enchaîner avec les règles du jeu de la pelote basque. Et pour enchaîner avec les règles du jeu, tu me connais, j'ai de nouveau exploité la vidéo de Nin Explains. Hein, on va finir par connaître par cœur. Je vous recommande vraiment hein, cette chaîne YouTube, vraiment nickel pour regarder des sports insolites. C'est vraiment super et notamment il explique les règles de manière exhaustive. Et donc on va vous montrer un petit peu ça et les règles de la pelote basque. Alors la pelote basque, comme je vous l'ai dit, c'est le principe commun à l'ensemble des formes de variantes de la pelote basque. Il faut frapper la balle contre un mur. Après, il y a plein de manières différentes de C'est frapper ça. contre le fronton. Hein, il y a plein de manières différentes. Alors déjà, le principe de base commun, c'est qu'il ne peut pas y avoir plus qu'un seul rebond au sol. Oui, Il doit toucher ensuite le mur, d'une manière ou d'une autre. Et s'il rebondit deux fois, si la balle sort du terrain, si après avoir touché le mur, si vous n'avez pas atteint le mur, ou si vous gênez votre adversaire, parce qu'il y a aussi une gestion de... Il ne faut pas gêner son bien adversaire sûr. et tout, eh bien, vous perdez le point.
Je vais Le 7. préciser encore un truc aussi Ouais. par rapport au mur. Mm, Il y a donc plusieurs manières de jouer. Bien entendu, là, ce qu'on voit, c'est en indoor. mm. Il y a aussi donc, bien entendu, en extérieur avec les frontons que vous connaissez dans les villages du sud-ouest de la France. Là, On bien verra entendu, des on est images en tout à salle. l'heure. On verra des Mais images tout à l'heure. sur ces murs-là, il y a 3 murs, donc vous aurez compris. Le quatrième mur n'existe pas, sauf quand c'est un trinquet. Et dans ce cas-là, le quatrième mur existe. Le mur principal, c'est le mur sur lequel vous avez un espèce d'écran en dessous duquel la balle, si elle rebondit, est fausse, au-dessus duquel la balle, si elle rebondit, là aussi, est faute. Mm. Et donc, du coup, un set est remporté donc, par le premier qui a atteint 15 ou 21 points, ça dépend de la variante Ou 10 de la points à main pelote. nue sur les gros frontons aussi, parce Ouais, qu'il ne faut pas c'est vrai. déconner, au bout d'un moment, la main prend cher. Oui. Et le match est remporté après avoir gagné 2-7 gagnants. Voilà. Ouais. Donc il y a trois grandes formes. On va là vous voyez la mano à l'écran actuellement pour ceux qui en tout cas suivent à Twitch et YouTube. Ceux qui sont sur nos podcasts audio, eh bien vous ça frappe à la main. En fait ils mettent des bandages autour des doigts, autour de la paume de main pour protéger la Quel main. intérêt. Parce que la pelote, en fait, la balle, c'est une pelote. Parce qu'à l'origine, c'est une pelote de laine, on va dire. Pour ce pelota, c'est parce que c'est une pelote de laine, une pelote de lin, qu'on met. Mais aujourd'hui, c'est plus vraiment ça qui se fait. Hein. C'est presque une balle de baseball, des choses comme ça. Donc, Alors, il y a une pelote de cuir, une pelote de gomme. Comme ça ouais, fait 2 de gomme, épreuves t'as en raison. plus, d'ailleurs, pour le C'est coup. vrai. T'as la gomme effectivement derrière. Et donc du coup, globalement, tu as donc dans la partie, dans la variante la mano, tu utilises donc la main pour frapper la balle contre un mur. Et donc il faut vraiment beaucoup de force, ça fatigue énormément. On a mal à la main, je t'avoue dire, parce que la balle est dure. Oh, punaise, oui. C'est assez horrible. Et du coup, l'idée c'est de marquer des points, donc en faisant en sorte que l'adversaire ne puisse pas renvoyer la balle. Tu l'as évoqué, le trinket, et donc tout ce qui est autour du mur et de sorte de deuxième mur là sur le côté C'est ce qu'on pour voit frapper aussi, il y sur a la balle. une niche, justement, et cette niche, la balle a le droit de rebondir dessus C'est ça. autant de fois qu'elle le veut. Mm. Elle n'est pas au sol, Elle n'est pas au sol, exactement. ce qui ouvre la Et voie à beaucoup de stratégies. exactement. Et puis la version qui est le plus connue puisque diffusée sur Canal+, hein, c'est effectivement la variante Sesta Punta, Jaya Lai, enfin tout ça quoi. Et donc c'est Alors, la Chistera. Donc la Chistera, c'est ces fameux petites, un sorte de gant allongé ouais, avec une sorte de gant un prolongé, une coque. propulseur, un lanceur, c'est un C'est truc ça. de c'est Avec plein de formes différentes de impressionnant. ce propulseur qui permet de lancer la balle avec une puissance et une précision assez incroyable. Et donc la Chistera donc, se joue avec soit un grand Chistera, soit un petit Chistera. Enfin, il y a plein de tailles différentes. Donc voilà, mais les tactiques sont variées et très différentes. Et puis on n'a pas encore vu la variante, là on est encore sur la mano sur la vidéo, mais il va passer sur une variante, la troisième variante qui est la paletta. Donc c'est effectivement utilise une raquette en bois pour frapper la balle. Cette variante donc offre vraiment plus de variété de coups et de stratégies. Et donc il y a beaucoup de variantes différentes puisque les raquettes peuvent être longues, courtes, larges, enfin ce que vous voulez quoi. Voilà, les palettes exactement. Comme cela, pour ceux qui voient sur Twitch, ça ressemble exactement à ça. Donc là, c'est la version courte, raquette pas large. Mais vous avez des variantes, même les raquettes de tennis qui est plutôt née au Mexique. La version, effectivement, raquette de tennis avec une raquette de tennis, quoi. C'est C'est ça, au Mexique que ça s'est développé et popularisé. Voilà, tout à donc il y a fait. beaucoup de variantes différentes, donc c'est ce qui explique la vidéo. On va pas trop s'éterniser là-dessus parce qu'on pourrait passer des heures à expliquer toutes les variantes et toutes les formes différentes. Parce qu'il y a aussi des Euh, variantes plus traditionnelles qui sont pas forcément jouées en championnat du monde oui, et ça vient rajouter aussi effectivement à toute l'exhaustivité, de cette, du coup, de ce jeu, de cette fédération qui est obligée de régir, 12 millions de disciplines différentes, quoi. exactement. Donc globalement, la pelote basque, en fait, sont vraiment dans des règles homogènes, on va dire, après cohérentes entre elles. C'est juste la forme de la raquette, la balle et le terrain qui fait varier, la forme du truc. Voilà, on voit du C'est front ça, tennis, on a front des images tennis de sur le front côté. tennis aussi d'ailleurs au passage, si vous C'est avez ça. pas vu justement. Alors, il Voilà. y a aussi 3. Alors là, on voit ça en indoor depuis tout à l'heure. Il y a 3 grands cours effectivement, il y a les 30, 36 et 54 mètres. Et 54 mètres, Mm. c'est impressionnant à voir effectivement, surtout quand vous avez des gars avec des pelotaris pour le coup, avec leur Chistera. La balle est envoyée, ça peut être envoyé jusqu'à 300 km/h. Sur un fronton de 54 mètres, c'est impressionnant. Mm. C'est clair. Donc voilà, donc les règles de la pelote basque se consistent en ces différentes variantes. Mais la plus populaire, la plus connue, je trouve, en France, c'est la cesta punta.
avec donc la Chistera en tant que arme, je dirais arme de lancer. C'est la plus télégénique surtout. Exactement. C'est pas forcément la plus facile à voir. Alors ça, c'est à titre personnel, c'est pas la plus facile à voir. Euh, En termes de jeu, par exemple, regardez l'entièreté d'un match de Cesta Punta. Faut avoir la patience enfin, faut avoir le même état d'esprit que de regarder un match de tennis. Mm. C'est C'est quelque chose ça, de lent, c'est c'est très ça. technique. Mm. Faut, enfin, les connaisseurs, enfin, j'imagine un connaisseur tout de suite imaginer que la balle va d'un côté donc, et rebondit sur le mur principal, mais aussi de l'autre côté, tellement elle a été balancée violemment, etc. Et que d'autres vont se dire, ah oui, mais parce qu'il va la prendre au vol, et du coup, en fait, il va, bref. Il y a tout plein de stratégies pour les connaisseurs, et c'est suffisamment lent pour qu'on puisse voir justement ces stratégies-là. À la main ou à la palette, c'est beaucoup plus agressif. Ouais. Et pour moi, en termes de côté, comment dire, Dynamique. de rythme pour des néophytes, moi je conseillerais de commencer par ça. Intéressant en tout cas ton commentaire parce qu'effectivement découvrir ce sport c'est déjà quelle variante je vais regarder hein, parce que c'est déjà une première règle pour voir quel sport Et et on dit du bonjour à coup Gilles Desfaux. ouais c'est ça mais du coup tu me fais une transition comment voir ce sport à la télé en streaming et Comment voir bah ce... c'est compliqué aussi on n'a pas dit c'est tac tacro. Si vous n'êtes pas basque, ou en tout cas si vous n'êtes pas espagnol. Oui, en gros, pour ceux qui habitent en France, bah, bien sûr, il faut regarder France 3 Nouvelle-Aquitaine, et encore, c'est pas des matchs qu'on regarde en direct, c'est plutôt Ouais, des résumés, c'est plutôt des reportages sur la pelote basque. Notamment, il y ouais. a une édition spéciale Pays Basque de France 3 Nouvelle-Aquitaine qui s'appelle Euskaleri, qui peut permettre de voir ça. Et donc, du coup, c'est vraiment indispensable de voir ce sorte d'émission qui est spécialisée dans ça. Donc il y a des couvertures exceptionnelles de compétitions locales, avec des commentaires d'experts bien sûr, et des analyses approfondies. Mais il faut habiter dans la région ou avoir effectivement la curiosité de zapper sur sa box pour chercher France 3 Nouvelle-Aquitaine, quoi, à ce moment-là. Après, sur YouTube, vous trouvez aussi, par exemple, des résumés qui sont faits par un site mexicain, une radio mexicaine. D'accord. Radio augmentée, on va dire, parce qu'il y a des vidéos aussi, hein, le site aussi produit des vidéos, ou commande des vidéos qui sont justement issues d'autres diffuseurs. Hmm. Donc, ouais, il y a aussi une petite scène qui se bouge du côté américain, et ça, c'est plus facile pour eux, forcément, parce que tout est en espagnol. Donc, je veux dire, ce que les commentaires qui vont être produits par les commentateurs mexicains vont très très bien aussi pour les Argentins, même si le dialecte, la manière de parler, le phrasé va être celui d'un Québécois face à un Français, mais enfin, on comprend quand même, quoi. Ouais. On va passer bonjour à Jean, qui est en direct sur le chat. Bah Je te oui, laisse le c'est bonjour. honteux, il suivait pas. Bienvenue, Jean. Effectivement, donc tu l'as parlé sur YouTube, effectivement. Alors moi j'avais la chaîne Pilota Tiki avec 2TKI qui Ouais, propose des matchs complets à revisionner de plusieurs compétitions locales. Donc si vous voulez vraiment voir des pelotes basques dans des matchs entiers, vous avez cette chaîne-là qui est présente. Et puis vous avez la chaîne officielle de la Cesta Punta Pro Tour, tout à qui est fait. une compétition internationale de Cesta Punta. Et donc c'est vraiment les deux chaînes, moi je conseillerais si vous voulez voir des matchs complets de pelote basque. Après, à la télé, si je reviens à la télé, bon, il y a Canal Plus qui diffusait, je crois, à une époque de la Cesta Punta, mais je crois que ça a un peu disparu, je ne retrouve plus Pour le reste, après, les vous choses. avez le service public de la région C'est ça. basque, hein, l'ETB. Voilà, tout simplement, Mm. où il y a des reportages, il y a des replays, il y a des résumés d'émissions, enfin bref, il y a tout ce qu'il faut, quoi. Et bien sûr, n'oubliez pas les réseaux sociaux, puisqu'il y a de plus en plus de pages Facebook, de certains comptes Twitter et comptes Instagram qui diffusent des highlights de certains matchs, donc des clubs ou des joueurs connus qui peuvent rediffuser ça sur leur propre page personnelle avec leurs propres extraits de matchs qui les intéressent tout simplement en tant que passionnés de pelote basque. Voilà, mais sinon, c'est assez compliqué quand même. Moi, le plus simple, là, de quand j'ai fait mes recherches, c'est comme YouTube. YouTube, on peut trouver des matchs assez Oui, intéressants et on personnellement. trouve même d'ailleurs les résumés journaliers des derniers championnats du monde qui ont eu lieu à Biarritz. C'est vrai, tout à fait, tu as raison. Voilà, donc, mais c'est quand même effectivement aussi en langue espagnole la plupart du temps, voire en langue basque dans certains cas. Il y a des C'est en commentaires en espagnol. français. C'est en espagnol, ouais. Non, mais c'est pour ça que je te dis, c'est en espagnol ou en langue basque. C'est pas toujours en français, quoi. C'est compliqué d'avoir en français, quoi. Ah non, Euh, non, c'est quasiment impossible. hum, hum, hum.
Tout à fait. Voilà, donc c'est globalement les grands moyens de voir de la pelote au niveau soit télévisuel, soit au niveau d'Internet. Est-ce que tu veux qu'on parle un peu de sportifs légendaires? J'ai une petite sélection. Ah oui, quelles sont les statues, les grandes statues sur la place Alors, publique du Pays statues, je suis pas Basque, assez expert justement? pour savoir si c'est des grosses statues, mais en tout cas, quand j'ai fait des recherches, c'était des noms qui revenaient, donc, ou en tout cas qui faisaient partie des noms légendaires. Et je me suis pointé sur certains d'entre eux. Donc, je vais juste vous afficher deux, trois petites vidéos de certains d'entre eux, et notamment là, je vais vous afficher à l'écran celui de Jean Olaran. Alors, sur cet extrait, il était surnommé l'homme araignée, donc je sais pas si c'est son nom habituel, son nom habituel. Et il est né à Pau en 1989 et il a dominé donc ce sport pendant une décennie. Et en 2014, donc, il joue euh, avec David Maviel, la finale du Gant d'Or de Biarritz Oui. face au champion du monde professionnel en titre, partie qui a été considérée comme l'une des plus mémorables et intenses de la décennie 2010-2020 et il s'incline cependant 10-9 au dernier set après 1h40 de jeu. Mais il est C'est vrai quand qu'on l'a pas même... précisé. Ouais, Alors, on l'a pas précisé, on n'est ouais, pas tenu d'avoir 2 points de différence pour gagner un match. tout à fait, 10-9, vous gagnez la partie. exactement. Et Enfin, le donc set. il était champion du monde dans cette forme dans plusieurs formes de pelote basque. Ensuite, on a Perkain. On va revenir dans les années 1760-1770. Oh, oh, oh! Il est Un devenu une pionnier alors. légende parce qu'on le surnommait Joseph ou Juan Inda. Il est devenu une légende parce qu'il avait assommé d'un coup de pelote bien ajusté un gendarme de la Révolution venu l'arrêter à la fin d'une partie, Pas mal. qui a rassemblé quand même 6000 spectateurs aux ailes d'Ude en 1793. Et donc, avant de s'enfuir, avec l'aide de la foule, c'est ça qui l'a rendu un peu exceptionnel. Je trouvais que l'anecdote était très sympa et très drôle. Euh, je vais vous montrer une autre vidéo d'un autre joueur, enfin d'un autre sportif, pardon, de Cesta Punta, enfin pardon, pas de pelote basque, De version pelote basque. raquette. Donc je vais vous montrer Dan Nicole qui est né en 1989 à Bayonne et c'est un joueur professionnel de pala larga, comme vous le voyez ici. Et son palmarès est impressionnant. Il a été champion des Landes à 2 reprises en Palacorta, vice-champion de France en équipe et a décroché le titre de champion du monde à Palacorta en Palacorta en 2018 en duo avec Sylvain Breffet. Mais ce qui est particulièrement remarquable, c'est qu'il a été élu meilleur joueur des championnats du monde et a été couronné à plusieurs reprises comme le meilleur joueur professionnel sur les circuits professionnels. Et enfin, un petit point insolite, c'est que malgré ses nombreux succès, Dan Pnekol a également trouvé le temps de créer une compétition appelée la Palador. Il a créé lui-même une compète de pelote, Joli. OK. rassemblant donc les meilleurs joueurs de la discipline. Donc c'est une sorte de coupe voilà, particulière qui invite des joueurs de pelote basque. Là, vous voyez des images d'un match France-Espagne où il a gagné. Il a fini par gagner à la fin. Et en fait, il a gagné plusieurs points d'affilée. Je crois que c'est 3 points d'affilée, en fait. Alors qu'ils étaient menés 8-7. Donc voilà, donc c'est pour vous montrer un peu cet autre sportif. Et puis on ne va pas quitter les légendes de ce sport sans parler d'une femme, parce qu'il faut aussi parler, parce qu'il y a des femmes qui jouent à la pelote basque. Il y a Marie-Christine Rollet, qui est originaire de Biarritz et qui est une des figures emblématiques de pelote basque. Elle a brillé dans la catégorie paletta pelote de gomme, donc version gomme, et lors de la première Coupe du Monde, notamment contre des équipes comme l'Espagne et l'Argentine. Et elle a exploré aussi le tennis un moment, avant de revenir à la pelote quand même. Elle fait un duo avec Nicole Ceylan et un truc qui est particulier, c'est pour ça que je vais la mettre en avant, c'est que bien qu'elle soit native de Biarritz, elle ne parle pas basque. Ce Ça qui arrive, hein. arrive, hein. Mais voilà, donc, mais elle est comme une des grandes joueuses de pelote dans la région. Voilà, et Tous les donc Bretons ne parlent pas breton, que je sache ou c'est ça, exactement. Et donc voilà, donc c'était vraiment pour vous mentionner quelques noms, mais il y en a beaucoup d'autres de légendaires. D'ailleurs, si des gens passionnés de pelote basque peuvent nous donner en commentaire sur les vidéos YouTube ou même dans le chat, s'il y a des gens qui sont dans le chat qui connaissent la pelote basque, n'hésitez un pas à nous donner des noms qui seraient encore plus légendaires avec des anecdotes. On est friand de ça, donc n'hésitez pas à le un dire en peu comme au commentaire. Japon. Vous avez par exemple aussi, des deuxièmes du nom, des troisièmes du nom, lorsque vous prenez finalement le patronyme d'une légende du temps passé ou que vous en êtes le fils ou le petit-fils. Il y a un Titine troisième du nom, par exemple, qui fait partie aussi du gratin mondial et qui a gagné plusieurs fois la Coupe du Monde, le championnat du monde, à chaque fois à main nue, et qui a aussi gagné d'ailleurs l'épreuve à main nue du championnat professionnel en Espagne.
Donc un troisième du nom, par exemple. Troisième du nom, exactement. Voilà, ou Beloki aussi, par exemple. Beloki, deuxième du nom. Enfin, voilà, vous avez des noms de légendes comme ça, dont l'aura se transmet soit de père en fils, soit de maître à élève, en quelque sorte. Exactement. Euh, allez, une des choses qu'on raconte à chaque fois qu'on fait ce genre de capsule, bah, c'est où est-ce qu'on le pratique en France. Alors pour le coup, c'est un sport qui est populaire en France dans le sens où c'est quelque chose qui est connu, mais dans une région, c'est-à-dire dans le Pays Basque, globalement. Donc si je vous montre la carte de la Fédération française de pelote basque, Je eh veux bien, bien. effectivement, on voit que c'est quand même beaucoup dans le sud-est, hein, quand même. Hein, on le voit très très bien ici, hein, sur la carte. Si je zoome d'ailleurs, hein, vous voyez, voilà, voilà. Hein, c'est un peu concentré, hein, dans la région. Attends, Gilles Dessau qui me dit, on me dit dans l'oreillette que nous avons la vidéo du coup donnée par le joueur aux gendarmes au XVIIIe siècle, Serge Magnéto. Non, évidemment, on l'a pas. Évidemment, non, bien Au entendu, 18e faut siècle, c'est déconner. compliqué. Mais Et oui, bah, effectivement, c'est très concentré c'est ça. géographique. Alors, si on sort de la région sud-ouest, parce que je vais devoir sortir de la région sud-ouest, il y a un club à Marseille. Il semblerait qu'il y ait des clubs autour de Cannes et Nice. Voilà, c'est un peu dans la Côte zone là. d'Azur, effectivement, ouais. On a un club à Lyon, mais voilà, Et c'est l'Asvel, c'est ça. le vénérable Asvel. Alors, le point est pas au bon endroit, Oui, tout à fait. hélas. Hélas. Parce que, alors, ce qui est marqué sur la fédération, c'est pas du tout du pipeau, hein, ceci étant, c'est juste que à mon avis, c'est sans doute le siège, en réalité, Hmm, du, de l'Asvel. du club. Le terrain, lui, il est au bout de Villeurbanne, collé à Vaux-en-Velin, coincé entre les deux marchés aux puces de l'est de Il Villeurbanne, donc dans le est quartier Saint-Jean, exactement, tu vois, tu là, l'as ouais, tu là. l'as mis exactement là, coincé entre les deux marchés aux puces et les tours de la cité. Ce qui est, pour le coup, dommage, même si visiblement le cadre lui-même est pas trop mal. Mais D'accord. c'est très mal desservi. Enfin, le quartier a mauvaise réputation pour les Lyonnais, pour les gens du centre-ville. Donc c'est vrai qu'aller voir un match éventuellement, si jamais il y a des tournois ou des événements qui sont mis en place, ce serait intéressant, mais c'est vrai que c'est Hmm. pas facile d'y aller, quoi. Non, c'est pas du tout facile d'y aller. Du coup, pour continuer là-dessus, donc je vais dézoomer. Il y a des clubs à Tours, voilà, ici. Pourquoi Il y a un pas? club à Nantes, Ok. et puis dans La Rochelle, c'est le sud-ouest. Et puis à Paris, bien sûr, hein. Il y a une petite flopée de clubs à Paris. Bon, bah là, la diaspora basque joue C'est son ça, plein, ou diaspora latino-américaine, ça peut être aussi le cas. c'est ça, exactement. Et dans le nord, on a effectivement quelques clubs à Lens et Lille. Oui, et qui font peu. Alors, faudrait qu'on aille demander s'ils font pas aussi doublon entre pelote basque Attends, il y a un club en et Corse. balle pelote belge. J'ai pas Ça fini, peut hein. être marrant, ça. Il y a un club en Corse. Et un club en Corse. Mais il y a une ligue PACA, de toute façon, hein. Il y a une ligue PACA Corse, Exactement, donc il exactement. n'y a pas de ligue Voilà. Rhône-Alpes, par contre. Il y a pas de. Si, il y a une. Enfin, je crois qu'il y a une Ligue Rhône-Alpes, mais bon, il y a qu'un Ah ouais? club, hein, donc ouais, ouais, elle est là. Il y a un club, donc Ligue oui, effectivement. Auvergne-Rhône-Alpes, tu vois, Ligue Auvergne-Rhône-Alpes. Ah oui, Donc voilà. ok. Mais voilà. Voilà, c'était pour vous présenter. Donc on peut faire de la pote basque en dehors du Pays Basque déjà, mais surtout en dehors de la région sud-ouest. On Oui. peut faire de la pelote basque. C'est possible, mais il faut habiter dans les bonnes villes. Parce que par exemple à Strasbourg, ça va être compliqué de pratiquer la pelote basque. Et Donc voilà. pourquoi pas, un jour, Ah oui, hein? pourquoi pas un jour, Pour s'il y a des lancer, gens qui sont voilà. motivés, s'il y a des Basques qui commencent à déménager vers Strasbourg, pourquoi pas. Parce que Vaucluse, l'enjeu, c'est aussi d'essayer de développer c'est ce ça. sport et de le faire sortir de son périmètre basque. Et là, on vient peut-être à un sujet un peu touchy. Qu'est-ce que tu en Oui, penses? vas-y, tu peux enchaîner. Ah, parce que il y avait une dernière section, mais qui était animé manga. Je t'avoue que j'ai fait des recherches, je sais pas On trouvé. garde ça pour la fin, on garde ça pour la fin. Attends. Ok, Parce que moi, si j'ai tu trouvé veux. des choses. Ah, ok, on regardera pas la fin. Vas-y, raconte ton anecdote et on parlera de ça. Mais pour l'instant, par contre, ouais, il y a un vrai souci. C'est que bah, le nombre de licenciés, alors, on va pas dire baisse, il stagne, à ce que j'ai pu en lire effectivement. Il monte grâce à une nouvelle discipline qui s'appelle le frontball, qui est, complètement, pompée sur l'american handball et qui d'ailleurs permet aussi, au handball américain, dont je parlais dans mon anecdote en début d'émission, et Mhm. bah, de se connecter justement à cette fédération-là. Mais du coup, dans ce cas-là, le but, c'est quoi? Le but, c'est alors, ils sont vraiment à la croisée des chemins. Soit c'est de vouloir, monter le nombre de licenciés, là je peux comprendre, mais si c'est le cas,
Dans ce cas-là, est-ce qu'il faut encore appeler cette fédération de pelote basque ou l'appeler fédération de pelote tout court avec des disciplines effectivement qui sont, elles, par contre, complètement basques et d'autres disciplines qui ne le sont pas? C'était un peu l'une des controverses de ces dernières années au niveau de la fédération internationale. C'est remonté même jusqu'à RMC, qui en avait fait une anecdote d'ailleurs pour le coup et qui avait parlé justement d'un congrès l'année dernière de la fédération internationale de pelote basque. Et il y avait une proposition parmi lesquelles justement il était éventuellement, peut-être, pourquoi pas, proposer justement d'enlever le mot basque, ce qui avait fait évidemment une levée de bouclier totale. Tout à Bon, fait. ça, cette levée de bouclier, elle est passée, elle n'a pas été passée. Il y a un autre enjeu aussi, c'est aller vers l'olympisme. Parce que, on l'a dit, les JO de 1900, c'était râpé. Les JO de 1924, bon, ça s'est bien passé, mais c'était un sport de démonstration. 68, pareil. 92, pareil. Et ça fait, maintenant plus de 30 ans qu'on n'a pas eu C'est ça, en fait. pelote basque aux Jeux Olympiques. Et on n'a même pas eu de pelote basque aux Jeux mondiaux. Mm. Ça, c'est un peu plus compliqué. C'est-à-dire qu'évidemment, il y a des sports qui ont certains passe-droits. Le breakdance n'a pas été aux Jeux mondiaux avant d'être proposé en démonstration aux JO. Soit, ok, des fois, il y a des coups de pouce. Mais là, on est dans un monde désormais olympique qui est saturé de sport et pour lesquels il y a beaucoup de pratiques sportives justement qui doivent faire leurs preuves, notamment via les Jeux mondiaux. Ça avait été le cas du rugby à 7, où le World Rugby avait poussé pendant des années à essayer de rentrer dans l'olympisme et avait dû faire ses preuves pendant 10-15 ans quand même, Mm. C'est avant ça. de pouvoir pousser la porte des vrais Jeux olympiques. C'est ça. Et la tendance, elle est aussi du coup à des sports qui sont plus nerveux, qui sont plus courts également, parce que le calendrier, il n'est pas extensible Oui. et il est vraiment saturé de chez saturé. Et maintenant, le but avec le frontball, c'est justement de séduire les JO avec cette épreuve qui est toute petite, qui est vraiment devant un fronton, mais en indoor, donc avec aussi du coup des spectateurs, qui peut aussi se jouer en extérieur. Un petit peu, ça peut être, par exemple, on peut recycler un terrain de basket 3-3 en faisant aussi une épreuve de frontball. Bref, ça fait faire des économies à d'éventuels organisateurs de JO. Tout est fait pour que la fédération de pelote basque puisse justement se dire, regardez, on a une épreuve olympique. Mais du coup, le souci, c'est que ces nouveaux licenciés qui sont attirés justement par le frontball, ils vont pas forcément être attirés par les disciplines basques. Ou en Ouais. tout cas, il y en aura certainement une partie qui vont vouloir peut-être jouer sur des cours plus grands. Mais entre un cours de, c'est quoi, 5 à 11 mètres, entre 5 et 11 mètres, je crois, de longueur, et les cours traditionnels qui sont de 30-36 mètres et 54 mètres, on a deux mondes différents. Ouais. Ouais, ouais, ça n'a rien à voir, en Donc fait. il y a une vraie interrogation. Rajoute à ça une dernière chose, c'est que la fédération, enfin, en tout cas, il a été proposé l'année dernière, juste avant les Jeux Olympiques, le championnat du monde, d'intégrer une fédération basque dans la fédération mondiale de pelote basque. Et en fait, l'année dernière, enfin depuis 2022, il y a une modification de la loi espagnole qui fait que si le sport a eu une fédération avant la création de la fédération nationale espagnole, et que la pratique sportive ou culturelle est liée et fait partie de l'identité d'un territoire, eh bien, il est possible d'envoyer un dossier de candidature pour une fédération qui soit issue de la région espagnole et qui puisse concourir contre la fédération espagnole Espagnol. elle-même. Mm. Ce qui se passe par exemple avec les Iroquois pour le lacrosse dont on a parlé il y a un mois. Qui est une fédération des Indiens, mais à cheval entre les USA et le Canada, et qui concourt contre les USA et le Canada, justement. L'Espagne a fait pression pour que non, la fédération aussi a été assez frileuse par rapport à ça, et puis ça aurait Mm. demandé aussi une modification des statuts qui pouvait aussi ouvrir la voie à enlever le mot basque de la pelote. Bref, plutôt que de se lancer dans des grands débats, de savoir qu'est-ce qu'on fait de ce sport
que visiblement on aime puisqu'on en est des administratifs, Ah, c'est ça. eh bien, ils ont préféré noyer le poisson et reconduire voilà, leur équipe et faire comme si cette candidature n'avait jamais eu lieu, parce qu'elle n'a pas été étudiée finalement, et continuer un peu de naviguer à vue comme c'est le cas. C'est un peu dommage pour le coup parce que c'était l'occasion de lancer un gros débat sur l'avenir de ce sport et peut-être de relancer justement la machine, ce qui est aussi un risque puisque ça veut dire aussi que potentiellement ça peut éloigner la pelote basque des Basques. C'est compliqué, c'est très compliqué parce qu'on est plus que, tu l'as dit en début d'émission, on est plus que sur du sport, on est sur de l'identité. Ouais. Ouais, c'est ça. Et le problème, c'est que, alors déjà en Espagne, effectivement, c'est comme un pays qui a horreur de tout ce qui est tentative séparationniste, etc. Donc du coup, c'est compliqué de dire qu'on va avoir une fédération basque. Alors qu'en France, on a des équipes de la Guadeloupe qui fait des compétitions officielles à la FIFA, etc. On a l'équipe de la Réunion, je crois, etc. Donc Et c'est nous, on a encadré. une tolérance. Voilà, c'est encadré, mais Alors, voilà, on a une tolérance pour avoir des c'est équipes intéressant. de ces îles. C'est très intéressant parce que c'est ça. En France, effectivement, alors la sélection de la Guadeloupe n'a pas le droit de jouer contre elle. On n'a pas le droit. C'est pas qu'elle n'a pas le droit de Non, jouer contre l'équipe de France, c'est que, étant membre associé d'une confédération continentale, eh bien, elle ne peut pas participer aux compétitions au-delà d'une compétition. mondiales, C'est ça. voilà, International. auxquelles participe l'équipe de France. Par contre, à l'inverse, vous avez Tahiti et la Nouvelle-Calédonie qui ont, elles, deux régions qui ont négocié un statut des pays d'outre-mer et qui, eux, par contre, ont le droit de concourir au niveau non plus simplement continental, mais mondial. Mais par contre, ça a été négocié au cas par cas. Ah ouais. Pourquoi pas un jour un Pays Basque, mais c'est vrai que c'est compliqué. Tu m'avais exposé le sujet avant qu'on prépare l'émission, et c'est vrai que, enfin, c'est vraiment dans le cadre de la pelote basque. En fait, encore une fois, c'est la pelote basque. Donc, si on doit faire rentrer quelque chose qui n'est pas de la pelote basque, donc il y a plutôt un handball, comme tu dis, hein, bah, c'est un autre sport. Donc, il faudrait créer quasiment une autre fédération, en fait, et créer autre chose. C'est Parce en que ça que je dis qu'ils sont à la sinon, croisée des chemins, voilà, justement. Voilà. je suis d'accord avec toi. Sur la croisée des chemins, il faut faire une décision parce que le ouais. S'ils veulent en tout Vas-y. cas devenir sport olympique et devenir un sport, on va dire, mondialisé avec un sport olympique, parce que devenir sport olympique, c'est aussi devenir un sport mondialisé, hein, et donc développer son sport, c'est très compliqué avec la forme actuelle de la pelote basque, effectivement. Il y a un vrai enjeu. Alors parce que au-delà de ça, en fait, si on dézoome sur la carte, la fédération de pelote basque veut pas devenir un sport olympique simplement pour se faire plaisir et montrer ses muscles. C'est qu'on est aujourd'hui dans un monde sportif qui est très saturé. En tout cas, il ne l'est pas encore, mais l'offre, pardon, sportive est désormais pléthorique. Tant qu'il y a des canaux pour les diffuser, ça passe encore, Mm. mais tout le monde est pas forcément destiné à s'intéresser au sport. Non, c'est clair. Donc le public, il est pas non plus aussi extensible que ça. Les sponsors ne sont pas non plus complètement extensibles. Bref, il faut se faire sa place. Et donc, soit on devient, alors c'est le cas en Belgique, c'est le cas en Italie, c'est le cas pour certains sports qui ont leur bastion et qui n'en sortent pas. La Sarbacane à côté de Lyon, hein, par exemple, toute la région de Saint-Étienne, par exemple. Vous avez des sports qui sont des sports en quelque sorte musées ou des sports traditionnels ou des sports mascottes qui représentent une région. Et ça ne va pas au-delà. Et il n'y a pas besoin d'une certaine façon d'aller au-delà puisque il y a aussi, par exemple, le financement de ce sport peut être éventuellement peut-être assuré par justement le fait que ça participe à l'identité d'une région, bref. Là, on est dans un sport qui s'est lancé dans l'aventure mondiale, ne serait-ce que parce que sa Grâce population au s'est IFA. lancée elle-même dans l'aventure Grâce au mondiale. Il y a IFA, une ouais. diaspora basque partout dans le monde, C'est ça. et qui a fait des petits et qui a fait des émules, surtout qui ne sont pas forcément, eux, d'origine basque. Et donc, on est dans un sport qui, qu'elle le veuille ou non, enfin, qu'il le veuille ou non d'ailleurs pour le coup, est devenu un sport mondial. Donc, on fait quoi? Est-ce qu'on reste comment dire, à continuer à alimenter l'identité basque au risque de se couper justement de toute cette population qu'on a réussi à amener vers nous et à amener vers ce sport et l'identité bien sûr qui va avec. Dans ce cas-là, ce sera presque des basques de cœur d'une certaine façon. Mm. Ou alors, ou alors est-ce qu'on s'ouvre au monde dans un monde qui est très concurrentiel, on se montre une bonne fois pour toutes et on tente l'aventure olympique, mais là, dans ce cas-là, ça veut dire qu'on
prend aussi le pari, mais le risque aussi, d'avoir beaucoup de nouveaux pratiquants, de nouveaux adhérents qui, eux, ne sont pas forcément, comment dire, imprégnés Oui, de l'état d'esprit et de l'histoire qui va avec ce sport. C'est compliqué ça, hein. ouais, exactement. C'est comme tu l'as dit, la croisée des chemins parce que c'est des sports qui ont besoin, enfin qui accueillent potentiellement un nouveau public ou qui l'ont accueilli, hein, ce nouveau public. Et ce nouveau public n'est pas inscrit dans la tradition du sport en lui-même. C'est un peu, il y a eu un léger débat comme ça. C'est pas de la même ampleur parce que je suis la Formule 1. C'est pas la même ampleur, mais suite au succès de Drive to Survive, etc. Et des séries Netflix qui ont jouxté à la Formule 1, il y a eu énormément de nouveaux aficionados de Formule 1 et ils n'ont pas du tout la même état d'esprit de consommation de la Formule 1 que moi, comme moi par exemple, qui avait consommé la Formule 1 dans les années 90, etc. Donc, et du coup, il y a un débat sur que doit devenir ce sport télévisuellement, dans son format, etc. Et je pense que la pelote basque est un peu, même plus que la Formule 1, elle est encore plus dans la croisée des chemins sur est-ce qu'on doit rester dans la lignée des variantes traditionnelles du Pays Basque, mais effectivement, ça veut dire que probablement ce sport restera plutôt limité en termes de développement, mais est-ce que c'est un mal? C'est pas sûr. Ou alors on tente l'aventure voilà, de se développer plus, et à ce moment-là, effectivement, le format des différentes variantes ne convient plus. Dans le sport moderne aujourd'hui, ça ne marchera pas. C'est compliqué, hein, voilà. Donc la réponse, on l'a pas, mais par contre, effectivement, l'initiative de lancer le frontball, pourquoi pas? Pourquoi pas? Parce Pourquoi qu'après pas? tout, le même jeu, La même les mêmes philosophie, ouais. règles. Mm. Le terrain est plus petit, ça peut aussi peut-être rebuter les puristes en disant: «Bah, c'est du junior quoi, en quelque sorte, c'est de la pelote basque junior». C'est du Ça baby peut pelote, être ouais. C'est du baby voilà, pelote. c'est un baby pelote qui a pas lieu d'être à part être un showroom pour les vrais sports en quelque sorte, enfin les vraies disciplines, les disciplines traditionnelles. Ça peut aussi, et je le disais en début d'émission, ça peut aussi par contre attirer, les pratiquants du handball par exemple américain, donc heu, continuer quand même à garder un lien avec notamment le monde hispanisant, l'Amérique latine en particulier, ça c'est pas non plus un choix incohérent comme ça peut être le choix par exemple, je critique beaucoup, la mise en place par le hockey du hockey 3-3 ou du basket à 5, parce que pour moi ça tient à des gadgets d'une certaine Mm. façon et j'irais même carrément à appeler le basket 3-3 comme ça, sauf que, ben, on a tous joué, étant collégiens, à des terrains de basket où il y avait qu'un seul panier, donc bon, pourquoi pas? C'est presque du loisir. Mais, par contre, pour le hockey 3-3, le basket à 5, le baseball à 5, il va falloir vraiment faire ses preuves. C'est quelque chose où il n'y a pas vraiment de bastion, géographique qui peut Non, c'est soutenir cette artificiel, on va dire. pratique-là. C'est un peu En artificiel. revanche, pour le frontball, c'est l'adaptation de règles, et de pratiques qui existent déjà dans certains coins du monde, alors pourquoi pas? Ah ouais. En tout cas, le débat est lancé, et la pelote basque donc est à la croisée des chemins au niveau international, tu as totalement raison, et du coup, c'est une vraie question qui va se poser. C'est dommage qu'on finisse pas là-dessus, mais du coup, Damien, tu me disais que moi, j'ai pas trouvé d'animé et de manga sur ce sport, en tout cas, j'en ai pas Ouais, vu. je comprends, hein. Mais toi, t'as trouvé quelque chose quand même. T'as quand même trouvé quelque J'ai chose. trouvé des bah, T'as il y déniché a quelque il y chose. a alors voilà, l'anecdote est la suivante: quand j'étais au collège, j'avais un pote qui était basque, on se ressemblait d'ailleurs beaucoup, alors beaucoup moins, je pense qu'à 40 ans, on se ressemble plus du tout, mais à l'époque, on se ressemblait beaucoup, c'était très amusant et donc on était très amis, on parlait de jeux vidéo et cetera, on parlait de nos origines, chacun évidemment et forcément, on parlait aussi, eh ben, bah, parmi les jeux vidéo, eh bien, de jeux vidéo de sport et lui me soutenait mordicus qu'il existait un jeu vidéo de pelote basque sur la Master System. Il m'avait même carrément annoncé un nom, Chistera Bega, et cetera. Enfin bref, sur la Master System. Alors j'ai regardé, Ouais, je suis allé faire mon enquête ouais. et je me suis dit: «Pourquoi pas après tout?» Je vais Oui, faire des c'est recherches en possible. espagnol, en portugais parce que après tout, la Master System a une, vie après son exploitation Tout à commerciale fait. en occident et Au surtout donc Brésil. du coup au Brésil et Au en Amérique Brésil, ouais. latine, Tout à fait. jusqu'au début des années 2000. Alors pourquoi Notamment la pas? Mega Drive, hein. Pourquoi Notamment la Mega Drive a eu une vie Ouais, mais la Master plus que System prolongée. aussi, hein, c'était la console premier âge en fait, jusque dans les années 2002-2003, hein, honnêtement. C'est les consoles c'est les consoles VTech, C'est ça. low cost que tu as maintenant quoi, voilà, c'est ça.
Et non, j'ai rien trouvé en fait. Par contre, Oui. j'ai trouvé 2 jeux. Il y a Ah, 2 jeux de pelote basque, ok. 2 jeux très différents. Un qui est censé sortir dans pas longtemps, mais ça fait 1 an qu'il est censé sortir dans pas longtemps. Là, il est censé sortir le 11 octobre prochain sur le PlayStation Store. T'as le nom? Ouais, j'ai le Vas-y, nom. je cherche sur YouTube. Voilà. Cherche Frontball Planet. Ah, c'est Frontball en plus. Et donc, c'est un jeu avec la même dynamique Mais que ce tu qu'on sais a quoi? eu. La première vidéo, tu sais sur quoi je tombe? Vas-y. Frontball Planet, la pelote basque en jeu vidéo, et la chaîne Exactement. YouTube, Reportage de c'est France France 3 3 Aquitaine. Nouvelle-Aquitaine. C'est très drôle. Exact. Voilà. Ok, d'accord. Ça ressemble beaucoup au Sepak Takraw d'il y a 2 semaines, avec un côté très arcade, avec, même ça va plus loin d'ailleurs, parce que il y a carrément des espèces de super pouvoirs. C'est un Mario Tennis avec un fronton et avec un côté, plus dépouillé quoi, parce que ça va pas non plus jusqu'à des tirs incurvés, et cetera. Enfin quoi qu'il y a aussi Attends, un je vais petit te peu de montrer la super vidéo, pouvoir, donc si je tu veux pense que tu voir. peux charger des Tu veux voir le tirs, truc et là. cetera. Regarde. Et Donc ceux qui vous sont sur voilà, le podcast audio, c'est effectivement le handball, en fait. c'est le handball, C'est le pardon, handball, le handball. handball en version avec le terme plus court, ouais, contre un mur. Voilà. Mais voilà. Mais on n'a pas on a l'image du jeu, ça ressemble plus à Wii Sport hein, quand même. Hein, Oui, non, mais ça c'est fait par un petit studio en Espagne, D'accord. donc avec pas beaucoup de budget, avec à mon avis aussi beaucoup de subventions derrière. Enfin, je veux dire, c'est pas un triple A, hein, et il y a pas non plus le carnet de chèques qui va avec. Donc déjà c'est bien s'il sort, parce que ça fait 1 an qu'on l'attend. Donc déjà s'il sort, ce serait déjà moi je trouverais ça plutôt joli quoi, d'avoir Mm. justement un jeu moderne de ce sport-là. Ouais. Pourquoi je dis moderne? Parce que tu te doutes bien que j'ai réussi à trouver un jeu, de l'époque 8 bits qui parle de pelote basque. Et alors pas n'importe lequel pour le Ah coup. bon? C'est Le quoi? jeu, alors cherche-le effectivement. Alors il est Vas-y. sorti sur alors avant de te donner le nom, Mm. Ouais. il est sorti sur PC et sur Amstrad. Ok. Pourquoi je dis ça avant de te parler du nom? Parce que, alors le PC, c'est l'ordinateur, voilà, je veux dire, sur lequel on doit développer forcément beaucoup de Pardon. jeux, puis ça fait Ouais. toujours plus classe de développer un jeu sur PC, même à la fin des années 80. Mais sur Amstrad, l'Amstrad, c'était l'ordinateur comme en France, c'était l'ordinateur star de l'Espagne des années 80-90. Et le jeu date de 91, justement, 90-91. Et il s'appelle tout simplement High Alai, par la firme Operasoft. Et donc un jeu qui est en vue du dessus, qui ressemble beaucoup à ce que deviendra, d'ailleurs c'est assez amusant, Speedball, et qui est très nerveux. Alors la version Amstrad CPC, elle est lente, et bien entendu, mais la version PC, elle est relativement rapide et nerveuse, et le gameplay m'a l'air assez intriguant en fait. C'est-à-dire que tu peux doser, c'est une sorte de gameplay de Speedball où tu envoies la balle. Donc Speedball, si vous connaissez sur Amiga, c'était le handball du futur avec des armures. Et, Tiens, j'ai trouvé. et aussi mixé avec du golf, où Ah vous bon? avez une barre de force et une barre de précision pour pouvoir justement faire en sorte que votre tir soit peut-être plus aléatoire. C'est assez singulier comme, alors là, c'est la version PC. Mais alors, je l'ai vu cette version, le mec joue très très mal. Si tu veux une version où le gars joue bien et montre le vrai gameplay du jeu, c'est la version Amstrad. Parce que forcément, elle a dû être jouée par des Espagnols qui connaissaient la manière de jouer. Mais là, sur PC, ça me fait de la peine de le regarder jouer, j'avoue. Mais Mais effectivement, ça donc, fait un peu ça fait plus vue de dessus, donc ça rappelle comment ça s'appelle? Ça me rappelle les jeux comme ah j'ai oublié le nom du jeu comme futuriste. Kick-Off, Non pas Kick-Off, oui Kick-Off hein, pour le coup. Mais ça me rappelle plus ce jeu futuriste où on jouait à la la Speedball. Speedball ouais, ouais t'as raison c'est ça. En plus c'est exactement ça. T'as raison. Speedball Brutal Deluxe pour les intimes, c'était sur Amiga. Les grandes heures de l'Amiga, c'était des Britanniques qui avaient fait ça, les Bitmap Brothers. Et ce jeu-là, par contre, Ayalaï, il est étonnamment bien foutu, en tout cas pour l'Amstrad. Ça, c'est la version Amstrad PC. Ok.
Donc Amstrad en monochrome, donc le PC low cost effectivement, mais on a la vitesse du jeu sur ces PC effectivement. Et là, on peut attraper la balle au vol et là, au-dessus, vous avez une barre de force et une barre de précision. Ok. Bon. Et là, ensuite, effectivement, vous pouvez élaborer des stratégies. Alors, c'est des stratégies, bien entendu, bas de plafond, faut pas non plus déconner. Oui. Mais malgré tout, le feeling du jeu, avec la couche 8 bits, bien sûr, hein, on était en 91, le feeling du jeu, je trouve, y est. D'accord. Avec la Et stratégie, Opera avec les Soft. techniques et tout, quoi. Voilà, Opera Soft, après, voilà, c'était pareil, hein, c'était un petit studio espagnol Mm. qui a fait plein de petits jeux à droite à gauche. Alors, ils ont fait un jeu de basket, ils ont même essayé d'adapter certains bouquins. Ils ont essayé de faire un jeu du nom de la rose, par exemple, D'accord. Umberto Eco, parce que pourquoi pas. Parce que pourquoi pas. J'imagine que c'est une aventure visuelle ou graphique, enfin un RPG, Normal, quoi. un visual novel, j'en sais rien. Et c'était voilà, c'était parmi les toutes petites productions qui ont été oubliées, de studios espagnols oubliés pendant le boom de l'Amstrad là-bas. De la même manière qu'on a eu beaucoup de petits studios en France. La différence, c'est que beaucoup de ces petits studios en France, pour certains, enfin en tout cas une partie non négligeable, eux ont réussi à s'exporter un petit peu. Ça avait été le cas de Loriciel, par exemple, ou de du coup Ubisoft, hein, par exemple, voilà, qui ont commencé sur les machines 8 bits. Ouais. Exactement. Espagne, c'était un peu plus compliqué, effectivement. C'était surtout pour le public espagnol. Exactement. Voilà, et donc on termine là-dessus, mais effectivement, hein, pour terminer et fermer cette page pelote basque, l'avenir de ce sport est vraiment aujourd'hui lié à la réflexion qui est en cours sur le développement de la variante et de la forme de ce sport qu'il doit prendre, mais effectivement, il est à la croisée des chemins. Je pense que dans 10-15 ans, la pelote sera peut-être dans une autre, voilà, sera tout autre au niveau international. Peut-être aussi partir sur, une dernière chose également, peut-être partir aussi sur la mise en scène des salles dans lesquelles se joue justement la pelote basque. Par exemple, je sais qu'à Madrid, il y avait un terrain qui existait, qui a été laissé à l'abandon pendant 80 ans, quelque chose comme ça. Betty Rai, par exemple, qui a été remis à neuf et qui va rouvrir en 2024 et qui va être une attraction touristique. Alors, je ne sais pas s'ils vont le réhomologuer pour des compétitions, mais un petit peu comme le YMCA de Paris, par exemple, qui est le plus vieux terrain de basket en France, qui ressemble absolument à rien, mais qui a été pour le coup enfin, pas remis à neuf, mais il y a eu un petit coup de peinture vite fait, histoire qu'il puisse être une attraction touristique. Donc, il y a des matchs de gala, des conférences de presse qui sont organisées. Est-ce que ça va être une attraction touristique qui va aussi montrer l'attachement peut-être du reste de l'Espagne aussi à la pelote. Ou alors est-ce que ça va être aussi un nouveau, du coup, un nouveau vieux terrain homologué qui revient à la vie? On n'en sait rien. Mais peut-être Mm. mettre en scène, parce que regardez les lieux, regardez à quoi ressemble le Betty Rai, regardez aussi à quoi ressemblait le fronton de, je crois que c'est 30 ou 36 mètres, de Biarritz, où en fait il y a des balcons. On est dans un théâtre. C'est fascinant à voir. Et je pense que la Fédération internationale de pelote basque gagnerait à mettre en scène non pas seulement ces terrains, mais aussi ces tribunes. Ouais, à voir. C'est une suggestion de Damien. Ce sera notre mot de la fin sur la pelote basque. Et donc, on va passer sur l'actualité sport. Et en tout cas, si vous avez, avant d'y aller, si vous avez des commentaires à faire, si vous avez des choses à dire par rapport à l'avenir de la pelote basque, pareil, hein, les commentaires de la chaîne YouTube et de notre podcast, de nos podcasts audio, puisqu'on a une version podcast audio qui sort les dimanches qui suivent, d'ailleurs la vidéo YouTube aussi sort les dimanches qui suivent l'épisode du mercredi en live sur Twitch, eh bien n'hésitez pas à le dire en commentaire, on en fera tout oui et on répondra aussi vite que possible. On va passer à l'actu sport tout de suite maintenant. Alors Damien, je t'avoue que moi, je n'en ai pas vraiment, ou alors ça va être très court. Donc je sais pas si tu veux commencer toi, si t'en as une, toi, actualité sport. Bah, tu sais quoi? J'en ai pas vraiment, bien entendu, le mondial de rugby. Dont on a appris il y a pas longtemps, enfin il y a pas longtemps, c'est aujourd'hui d'ailleurs, que le prochain mondial se déroulera à 24 équipes. Donc c'est officiel, Alors, parce que je suis occupé toute la c'est en, journée. c'est en cours d'officialisation, bien entendu, parce que il y avait une proposition qui avait été faite, c'était de rester à 20.
et de créer une compétition secondaire pour les équipes qui ont été éliminées au premier tour. Proposition qui a été refusée. Et donc, l'autre proposition étant le passage à 24 clubs, avec en plus de ça 24 nations, tu veux dire. le passage de groupes de 5 groupes de 5, il y a 20 clubs il y a 20 équipes 4, actuellement, groupes de 5 à plutôt. 20, voilà, à 4 groupes de 6, permettant donc d'alléger le calendrier, parce que là, pour l'instant, c'est vrai que c'est un merdier au niveau organisationnel, avec des semaines de repos, etc., etc. Ben, en soi, c'est pas une mauvaise chose. C'est 4 groupes de... Après, Du coup, c'est 4 groupes de 6 ou 6 groupes de 4? 6 groupes de 4. Ah, ok, plutôt, ouais. Parce que C'est moi qui ai ma fourche à languer? Ouais, ouais, c'est Pardon. ça. C'est ça. 4, alors voilà, oui, 4 groupes de 6. C'est vrai que j'étais parti à dire ça. Non, 6 groupes de 4. 6 Non, groupes 4 de groupes 4. de 6, ce serait une horreur. Ce Tout serait une à horreur. fait. Ça aurait été une horreur. Par contre, alors, il n'a pas été encore décidé, bien entendu, ce que deviendraient les équipes qualifiées. Est-ce qu'on passe à des huitièmes de finale? Pourquoi pas? Est-ce qu'on reste sur des quarts de finale, ce qui voudrait dire qu'il y a uniquement les vainqueurs de chaque groupe qui sont qualifiés? On n'en sait rien. Mm. Après, ça peut être aussi un peu de poudre aux yeux. C'est de la poudre de perlimpinpin, si j'ose dire, hein, pour reprendre notre Jupiter national. Parce que du coup, ça ouvre la voie effectivement à des équipes de deuxième et troisième division en plus. Donc, on va avoir peut-être justement, par exemple, l'Espagne, peut-être le Hong Kong, peut-être le Brésil, peut-être Hong Kong, mais des équipes dont on ne sait pas si elles sont prêtes à encaisser le choc d'un tournoi mondial. C'est-à-dire, est-ce qu'elles vont pas se prendre 145-0 face à une tête de série? Et Ouais, sachant donc, qu'on a encore des frôlages de 100 points dans encore des matchs d'aujourd'hui, quoi. ouais, on approche les 100 points. C'est pas Sur certains matchs, quoi. ouais, le rugby est pas encore guéri Ouais. et absolument pas guéri de son, comment dire, L'hétérogénéité de niveau, ouais, c'est clair. de son hétérogénéité de niveau. Je pense que voilà, c'est tout à fait ça. Et le souci, c'est que on a beaucoup de pays qui se bougent. Oui, C'est ça oui, qui est dommage pour le oui, coup. oui, ça se bouge. Quand on voit les États-Unis, alors ils sont pas récompensés, c'est un peu trop tôt pour eux, mais qui montent une ligue pro. Quand on voit l'Espagne qui s'organise également. Quand on voit les progrès de la Géorgie, voilà, il y a pas Non, et mal puis de le pays championnat qui d'Amérique du Sud avec tous des pays qui s'organisent pour organiser une compétition de des, clubs intercontinentaux, enfin internationale, hein. C'est ça, des Sud-Américains qui sont enfin payés pour jouer au rugby. Je veux dire, c'était impensable il y a encore 10 ans, ça. C'est clair. Même si ils touchent le SMIC pendant 3 mois, hein. Je veux Oui, dire, la mais compétition, oui, elle dure 12 semaines. Voilà. bien sûr. Mais malgré tout, c'est une sacrée avancée. Ça veut dire qu'on passe d'un régime amateur où on a 2 entraînements par semaine à un entraînement par jour. Ouais, Alors tout à fait. certes, pendant 2-3 mois à peine, mais c'est déjà ça. Mm. Ça permet de faire monter en gamme, hein. Et le Chili en est la preuve pour le coup. La présence du Chili, en tout cas, en coupe du monde. Mais le souci, c'est que bon, ben, ça va pas forcément faire bouger plus que ça la hiérarchie. Donc c'est Non, presque une poudre aux yeux, voilà. ouais, tout à fait. En C'est du fait, marketing en global. disant: «Regardez, c'est la première participation de telle ou telle équipe» et cetera. Donc il y a moyen d'en faire des caisses, hein. Qui est communicant pour World Rugby peut s'éclater, dans 4 ans. Par Mm. contre, la réalité de la chose au-delà du marketing, ben, c'est qu'il y a toujours 3 divisions, elles sont très hétérogènes. Ouais. Ouais, il y a peu à dire. Après, il y a des pays qui commencent à monter en puissance, mais c'est vrai que ça prend beaucoup de temps. C'est très long, hein. Même les pays qui ont tendance à vouloir se rapprocher, donc c'est l'Argentine qui est le plus proche de pouvoir rejoindre l'élite, on va dire, du rugby. Même l'Italie, par exemple, ça fait des saisons et des saisons qui sont en tournoi de 20 ans. destination. 20 ans, Ouais, bah 20 exactement. plus de 20 ans Plus de maintenant. 20 ans et se prennent encore des tôles de la part de la Nouvelle-Zélande. Donc à un moment, voilà, c'est compliqué. Le rugby va avoir encore du mal à pouvoir homogénéiser les choses. Surtout que, bon, du coup, je vais pas faire mon propre petit point parce que ça mérite pas de. C'est intéressant de parler de ton sujet, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, le rugby à 15, en tout cas, a une vraie difficulté, c'est que le rugby des nations se concentre autour de deux compétitions, c'est les Six Nations et les Four Nations dans le sud. Et le reste n'existe quasiment pas.
En gros, c'est organisé, mais de manière amateur, et il n'y a pas d'argent qui va vers ces compétitions-là, même si je crois qu'il y a des tentatives de développement en Europe d'un vrai tournoi 6 nations B, d'un vrai truc, quoi. Ils essayent de faire le truc, mais c'est pas, voilà, c'est compliqué. Et surtout, ce qui est moins rassurant, c'est que les ligues de clubs, donc tout ce qui est championnat de clubs, aujourd'hui périclitent les uns après les autres, sauf deux championnats qui dominent aujourd'hui au niveau mondial la compétition de club. C'est le championnat de France, le top 14, et c'est la top league japonaise qui essaie de justement de se structurer pour pouvoir s'enrichir et gagner encore plus d'argent qu'aujourd'hui. Tu Sinon, t'es lancé les sur le autres. rugby, là, Oui, oui, on c'est peut en parti. parler longtemps, mais du coup, ça veut surtout dire qu'aujourd'hui, le rugby est aussi à un moment assez compliqué. Parce Mmh. que le championnat d'hémisphère sud, qui pourtant était ultra, enfin s'était développé énormément, a voulu s'étendre, s'est fait complètement assassiner par le Covid, faut être très clair. Le Covid a complètement Il est mal assassiné ce géré. championnat et il est mal géré. Oui, mais Il du est très coup, mal géré, il y a pas de salary cap, il y a pas de ouais, mais répartition du des droits, coup, c'est toujours le même qui gagne à la fin. mais C'est du coup, chiant à mourir! oh non, mais du Plus mon coup, RMC, mais du coup, c'est surtout que ces défauts-là étaient encore, on va dire que par la force de l'habitude, le truc s'est prolongé, hein, on va dire. mmh, Mais que le Covid a tué, quoi. À partir de ce moment-là, les défauts ont explosé de partout et ça n'a plus. Enfin, ça n'existe plus. Hein, le championnat de l'hémisphère sud n'existe plus. C'est tellement ça n'existe plus que même les franchises de l'Afrique du Sud sont obligées de faire la compétition avec les clubs écossais en Pro League. Ça en est à ce point-là, quoi. Donc, c'est absolument n'importe quoi. Mais et aujourd'hui, tu m'as raconté, enfin, je sais plus si on a parlé dans le cadre d'une des capsules, mais en tout cas, le championnat d'Angleterre est aussi très mal en point. Aujourd'hui, le oui, championnat oui, non, mais d'Angleterre, c'est une catastrophe. C'est des clubs qui sont en première division qui ont fait faillite. Enfin, c'est vraiment une cata complète, quoi. Et du coup, c'est fou, mais le championnat de top 14 est aujourd'hui l'équivalent de la première ligue au de rugby. la NFL, c'est la Et NFL du rugby, c'est la mon NFL du rugby, c'est la NRL, enfin c'est la NRL, de l'Australie, c'est ça exactement. c'est vraiment le top 14, c'est le paradis et le championnat riche du monde, le plus riche du monde et le plus compétitif du monde. Et aujourd'hui, c'est le championnat de référence. Donc, On est dans une France où on commence à payer en semi-pro des gens des joueurs dans le championnat de 3e division. c'est fou. Donc voilà, on en est là. C'est-à-dire que c'est pas simplement le top 14, c'est toute la pyramide Qui est riche. qui se nourrit de la déconfiture des voisins. T'imagines quand même que nous, quand on faisait le podcast Les Hobby Club, hein, avant le Covid, hein, parce que le Covid aussi nous a un peu tués, mais quand il y avait cette époque-là, moi j'étais dubitatif d'avoir une troisième division. Hein. Moi j'étais en train de me dire, oh, c'est compliqué, il y a eu des tentatives, ça s'est foiré, des clubs abandonnés au milieu de la route en disant non, mais en fait on n'a pas l'argent pour. Mais alors C'est qu'aujourd'hui, vrai. la troisième division est là, hein, elle est présente et elle est pro, enfin, elle est là. Ah ouais. Et il y a même maintenant des tentatives de fédéral, en fédéral 1, il y a encore des clubs qui arrivent à payer de manière professionnelle les joueurs. C'est-à-dire qu'en Alors en fédéral N2, 1, parce que du coup la fédérale 1 maintenant ils l'ont fait reculer oui, d'une c'est N2, division donc t'as mais raison, par contre oui en N2, il y a des joueurs qui ont des primes. qui ont des Alors primes. que Donc c'est c'est pas censé être la le cas. Enfin, quatrième, cinquième division de, enfin, là, quoi. c'est C'est comme l'Angleterre. C'est comme le foot en Angleterre où tu as t'as trois divisions pro, en fait, en Angleterre, au 4. foot. Quatre même, oui, t'as raison. Quatre, t'as Attends, raison. tu en as même plus encore parce que si tu comptes, la National League et les 2 National League, tu as jusqu'à 6 divisions où tu peux gagner de l'argent, en jouant au football simplement, hein, en Angleterre. Tu gagnes ta vie, t'es pas richissime, mais tu gagnes ta Non, vie, quoi. Non, mais tu gagnes ta vie, tu as un ça bon paye ça salaire. paye le loyer et puis ça fait C'est les ça. courses et puis voilà quoi. C'est Oui, ça. tu vas pas aller en vacances aux Bahamas, non. Par Non, contre ouais, mais tu fais tu du payes le foot loyer, pour tu faire, fais les courses. tu payes du foot comme si c'était un boulot alimentaire, mais c'est du foot, C'est en ça. fait. Mm. C'est fou, hein. Mais le top 14, ouais, vraiment ça. Bon, bah du coup, une Coupe du Monde à 24, ouais. Je sais pas. Ouais, je pense que Le alors calendrier sera allégé, ce qui sera déjà ça. Voilà, c'est déjà ça de gagné pour moi. c'est ça, et puis bon, il faut essayer aussi. C'est-à-dire qu'à un moment, il faut que les nations se rencontrent. C'est-à-dire que oui, ça va prendre des 140 points, 150 points de temps en temps, mais s'ils le font pas, ils se rencontrent jamais, bah ça se développe pas jamais, quoi. Donc, et puis Ouais. c'est la seule occasion, en fait, c'est la seule occasion où ces nations peuvent se rencontrer. Donc on n'a pas le choix, il faut y passer, mais ouais, il faut y aller tranquillement, hein.
parce que ouais, la première fois dans 4 ans qu'on va faire 24, ça va surprendre les gens de voir des nations qui vont se prendre 150, 100, ouais, 140, 150 points dans la gueule, hein. Si c'est le prix à payer, Et ça après, fait hein, mal, et faut. ça fait mal, Ouais. hein. Enfin, quand tu vois déjà l'Italie qui s'est pris 90 pions par la Nouvelle-Zélande, j'ai un peu eu honte des Italiens quand même. Enfin, pas honte, j'étais peiné pour les Italiens. C'était un C'est peu sûr. triste. Parce que c'est long de recevoir 90 points pendant 80 minutes, hein. C'est long, hein, de recevoir C'est ce genre surtout de. long un match comme ça, C'est j'avoue, ouais, ça, c'est hein, clair. c'est super long, quoi. Bon, ben voilà, merci Damien. Du coup, ça a permis de faire notre petite touche d'actualité sport Ah bah cette là, on était semaine. full sud-ouest. Ah ouais, là, ah oui, t'as raison, on a été full sud-ouest complet pour cette édition. D'ailleurs, on Voilà. n'ira absolument pas dans le sud-ouest pour le prochain épisode, dans 2 semaines, des capsules de sport. On va se rendre de l'autre côté de la Manche. On parlait du championnat anglais de rugby qui périclite. Il y a un sport, en tout cas, qui marche super bien. Il y a un sport qui est pratiqué par beaucoup de pays, mais plutôt dans les bars, hein, pas vraiment en Ouais, compétition officielle. ouais, ouais. C'est les fléchettes. On va parler Les de fléchettes. C'est un darts. game, mais super sérieux en Angleterre. Un truc de Ah fou. non, mais tiens, regarde, allez, une petite vidéo pour illustrer ça, là. Ah Regarde ouais, là, tu ça. nous teases et tout. Ah, je vous tease et tout, mais Ouais, voilà, vas-y. c'est la vraie compétition. On vous expliquera les règles, parce qu'il y a des Oui, règles très précises et il oui. faut pas viser le centre. C'est ça le pire. Non, Tu penses non, qu'il faut c'est. viser le centre? Non, pas du tout. C'est-à-dire Pas qu'il y a un du tout. système de multiplicateur, mais ce sera pour la Exact. prochaine fois, ça. Mais Exactement. ouais, Pas la ouais, prochaine ouais. fois. On Mais verra ça. la compétition de fléchettes, c'est du sérieux. Regardez-moi ça. Regardez-moi cette foule. Les C'est la mecs, ils te font folie. ça tranquillou. Regardez-moi ça. C'est pire que des stades de foot, des fois, les compétitions de fléchettes. Regardez-moi ça. Regardez-moi cette foule. Ils sont à fond. T'as l'impression d'être dans un. En fait, c'est des gens des bars, mais ils sont retrouvés dans une salle pour voir C'est des un gens. bar géant, C'est un bar voilà. géant. Exactement. C'est un bar géant. Ils ont tous Mais des attends, bières. C'est la c'est folie. diffusé. Attends, c'est diffusé par une chaîne spécifique, Sky Sports Darts. Mais Je veux dire, complètement, mec. Sky, mais c'est des grands malades. Les mecs, ils ont une chaîne spécifique au cricket. Ça, je peux comprendre. Effectivement, c'est un game qui brasse, mais partout dans le monde. Là, pour le coup, on est vraiment sur des milliards et des milliards. Là, même pour les fléchettes, ils font une chaîne spécifique. C'est fou, ça, Ah ouais, c'est la folie. quand on y Eh pense. bien, on vous racontera tout ça dans 2 semaines. C'était donc notre capsule de sport qui était spéciale pelote basque. J'espère que ça vous a plu. En tout cas, retrouvez-nous sur les réseaux sociaux, sur Twitter, J'espère sur surtout Facebook, qu'on sur n'a pas Instagram. trop dit de bêtises. Oui, tout à fait. Attention, si on a dit des bêtises, vous nous corrigez sur justement sur les réseaux sociaux, sur la chaîne YouTube et sur nos podcasts. Vous pouvez nous retrouver sur les podcasts donc sur Apple Podcasts, sur Spotify. Voilà, on est inscrit dans dans votre application de podcast préférée. Donc ça sera publié les dimanches qui suivent la transmission Twitch en live les mercredis. Et donc j'espère qu'en tout cas que ça vous a plu. Mais nous on continuera à faire ça pour vous faire découvrir de plus en plus de sports insolites avec les anecdotes et les histoires sympas autour de ce sport. Damien, je te remercie. Merci à toi et merci à vous. Merci à vous tous. Et puis on se retrouve dans 2 semaines pour parler de darts. Allez, à bientôt. Ciao.